pour expliquer que les recherches en agriculture biologique à l'INRA, maintenant INRAE, depuis le 1er janvier 2020, les recherches en agriculture ont commencé il y a une vingtaine d'années et il y avait une animation par le comité INRA de l'agriculture biologique, nombre d'entre vous connaissent sous l'acronyme de CIAB, qui a soutenu 4 générations de projets qui s'appelaient à l'époque Agribio, et l'INRA a aussi contribué au financement d'un programme européen qui s'appelle RANET Organique et qui a permis de développer des travaux qui étaient assez précurseurs. Et grâce à ces projets et à l'investissement des chercheurs qui ont démarré les recherches sur cette thématique, l'INRA est devenu le premier publiant mondial sur cette thématique. Dans le même temps, les collègues ont développé des partenariats très solides avec la R&D, avec lesquels ils ont non seulement produit des résultats, mais également veillé à la valorisation des résultats, notamment dans le cadre d'un accord cadre avec l'ITAB et par le biais de nombreux séminaires et de documents de transfert dont on peut considérer qu'ils ont contribué au développement de l'agriculture biologique que nous ont illustré à la fois Romain et Philippe. La partie suivante se tourne vers l'avenir. Alice, s'il te plaît. Merci. Et donc, pour les 7 à 8 prochaines années, eh bien, il y aura un métaprogramme sur le changement d'échelle de l'agriculture biologique avec l'ambition d'impulser une nouvelle génération de travaux avec des ambitions renouvelées et en mobilisant une communauté scientifique plus large que par le passé. La diapo suivante, c'est pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme, parce que c'est du jargon interne à INRAE. En fait, ce sont des programmes de recherche transversaux qui sont élaborés autour des grands enjeux sociétaux et ou scientifiques. Souvent, ça va de pair. Les objectifs sont donc de mobiliser une large palette de compétences pour favoriser des approches multidisciplinaires, favoriser et diversifier des partenariats, fédérer les collectifs, les stimuler pour que les disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble le fassent et coordonner les projets pour avoir une cohérence de l'ensemble vers des objectifs partagés. Nous avons évidemment aussi une ambition de rayonnement international et avec ces objectifs et ces ambitions, il y avait une première vague de métaprogrammes, de 8 métaprogrammes initiés en 2011 et puis après un bilan, la direction de l'INRA a décidé en 2019 de lancer une nouvelle série de métaprogrammes. Donc vous avez sur le côté droit de la diapositive la liste et les thématiques des 5 métaprogrammes qui ont démarré en tout début de cette année 2020 et ceux qui sont encore en cours et qui vont être lancés très prochainement. Donc le métaprogramme sur le changement d'échelle de la bio n'est pas tout seul et il va pouvoir aussi s'appuyer sur les dynamiques de recherche des autres métaprogrammes. La diapo suivante, Alice, s'il te plaît. Donc, comme vous l'avez compris, nos projets ont été un petit peu perturbés, mais néanmoins, nous avions fait des prévisions avec, comme pour tous les autres métaprogrammes, une étape de cadrage du programme avec notre direction générale, l'élaboration de lignes directrices en s'appuyant sur les connaissances et le contexte, puis une présentation pour validation par le collège de direction de l'INRA et le conseil scientifique. Et une fois qu'on a eu la validation, la constitution d'un comité de pilotage et d'un conseil scientifique consultatif international, et puis pour rassembler les troupes, un séminaire interne de lancement, et on avait prévu également de partager à la fois les lignes directrices, les objectifs, avec les partenaires afin de co-construire des projets avant de rentrer dans la phase opérationnelle. Alice, la diapo suivante. Donc, on avait bien commencé puisqu'en 2019, on avait tenu notre calendrier avec le cadrage du programme, l'élaboration des lignes directrices, les validations par nos instances, la constitution de notre comité de pilotage. Et grâce à ce travail, en janvier 2020, on a pu
tenir notre séminaire interne de lancement. Tu peux appuyer sur les 2 fois là, Alice, s'il te plaît. Voilà, donc ce séminaire de lancement, il a réuni 150 personnes. On n'était pas encore tenu aux règles de distanciation, mais par contre, on a été limité par la taille de la salle. Et donc, on était quand même très satisfaits parce que ça signifie que les communautés scientifiques qui, jusqu'à présent, ne travaillaient pas sur l'agriculture biologique, se sont mobilisées pour ce séminaire en termes de lancement, puisqu'on a dû refuser des inscriptions. Dans le cadre de ce séminaire interne, on avait pu identifier des thématiques sur lesquelles les communautés étaient prêtes à s'engager immédiatement et d'autres qui nécessitaient des travaux préliminaires avant de passer au stade de projet opérationnel. Et donc, là-dessus est arrivé le confinement qui nous a obligés à reculer ce qu'on avait imaginé comme séminaire partenarial que nous tenons aujourd'hui. Et donc, pour ne pas prendre de retard dans la dynamique qui était engagée, nous avons néanmoins lancé un premier appel à propositions. On a engagé des thèses et on a après des expertises, financé 5 consortia dont les objectifs sont d'identifier les leviers et les verrous, identifier des questions scientifiques prioritaires, réaliser des synthèses scientifiques et monter des projets. Donc, il s'agit de thématiques où on a considéré qu'elles étaient absolument prioritaires, mais pas tout à fait encore mûres pour être déclinées en projets de recherche. Et puis, nous avons financé 9 projets exploratoires. Et sur le site sur lequel vous avez accédé au programme de cette journée, vous pourrez retrouver les fiches de chacun des consortia et de chacun des 9 projets exploratoires qui ont débuté juste maintenant ou qui vont débuter. Donc maintenant que je vous ai campé l'histoire et ces différentes étapes, je vais revenir sur le choix de la thématique du changement d'échelle de l'agriculture biologique, le pourquoi et le comment, même si effectivement le contexte a été déjà bien campé par les exposés précédents. Donc, la diapo suivante. Donc, d'une part, il y a la volonté d'INRAE de produire des connaissances scientifiques pour une évolution vers des systèmes agri-alimentaires plus agroécologiques. INRAE est en train d'élaborer son plan stratégique à l'horizon 2030 et c'est un des grands objectifs de ce plan stratégique que de produire des recherches pour des systèmes agri-alimentaires plus durables avec les différents piliers de la durabilité. Et donc, nous avons considéré que l'agriculture biologique était un modèle particulièrement avancé des transitions agroécologiques. Ensuite, au niveau national, le projet s'inscrit dans le cadre du plan Ambition Bio 2022 qui prévoit, entre autres, 15% des surfaces agricoles françaises en bio à l'horizon 2022, on n'y est pas encore. Et puis, comme l'a dit Christian, depuis qu'on a élaboré ce programme, eh bien, on a eu l'apparition du Pacte vert européen qui vise au moins 25% des terres agricoles européennes en bio d'ici 2030. Et puis, comme ça a été largement expliqué précédemment, on s'inscrit dans un contexte d'accroissement de la consommation, d'augmentation de la production et d'augmentation du nombre des opérateurs avec, comme l'a rappelé Philippe, des préoccupations qui se maintiennent d'année en année sur la préservation de la santé, c'est ce qui motive en premier la consommation de produits bio, et la recherche de qualité sensorielle des produits. Et puis, par contre, les freins sont au niveau des prix et aussi au niveau de la confiance dans les conditions de production du bio, avec la question, est-ce que la production, la transformation, donc la disponibilité des produits bio peut s'accroître tout en gardant les valeurs de l'agriculture biologique, les grands principes que Romain a rappelés. Donc pour ce programme de recherche transversale, nous nous sommes donnés comme cadre de travail une hypothèse, c'est
la production bio devient majoritaire en France. Et donc, nous allons explorer quels sont les leviers pour y parvenir, quelles seraient les conséquences, voire même quels sont les risques. Les risques, par exemple, de ne pas trouver de marché national et international. Donc, nous avons comme ambition de nous intéresser à l'ensemble du système agroalimentaire et de traiter les différents enjeux que nous avons identifiés, à la fois des enjeux environnementaux, de disponibilité et d'usage des terres et des ressources, mais également les impacts environnementaux, des enjeux sanitaires pour la protection contre les bioagresseurs, mais aussi la qualité des produits jusqu'à la santé humaine. Des enjeux sociaux en termes de travail, d'échange entre les acteurs et aussi les enjeux de formation et de chaîne de valeur et avec l'objectif du bio pour tous. Des enjeux économiques, qu'ils soient à la fois de productivité, d'efficience, et je le rappelais aussi de marché, et enfin les politiques et les actions publiques dont on sait qu'elles sont déterminantes pour le développement de certains systèmes de production et en particulier comment les politiques publiques peuvent et doivent évoluer pour favoriser l'adoption d'innovations. Donc la diapo suivante montre que le programme est organisé autour de 4 axes. Les conditions pour réaliser le changement d'échelle, les ressources à mobiliser pour produire durablement et suffisamment selon les principes de la bio, les qualités des produits bio et la coexistence des systèmes de production en faisant l'hypothèse que les systèmes conventionnels actuels vont évoluer vers des formes plus agroécologiques et que les systèmes bio vont se diversifier. Donc oui, tu peux passer à la diapositive suivante parce que comme on a perdu un petit peu de temps avec les aspects techniques, je vais faire en sorte le moins possible pour rattraper. Donc le premier axe de ce programme de recherche concerne les conditions de la transition vers notre hypothèse de l'agriculture bio majoritaire en France. Notre question, c'est comment conjuguer les objectifs environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux de la parcelle au territoire, avec différentes questions de recherche, la notion de co-conception des systèmes diversifiés en assemblant les leviers agronomiques, économiques, organisationnels et institutionnels, évaluer aussi différents scénarios avec différents gradients d'agriculture biologique dans le paysage, jusqu'à des systèmes où le bio serait majoritaire, voire très majoritaire. Et pour ce domaine-là, nous proposons d'aller regarder ce qui se passe au niveau international dans certains pays ou certaines régions du monde qui se sont donnés comme objectif 100% bio, d'analyser les dynamiques collectives et individuelles des différents acteurs, mais y compris, sans oublier les consommateurs, qui sont cruciaux pour le développement des marchés. Et enfin, comprendre le rôle des actions publiques et l'organisation des marchés, à la fois en termes de paiement des services, les plans territoriaux, les politiques nutritionnelles qu'on va avoir l'occasion de discuter aujourd'hui lors des tables rondes, et puis l'évolution des normes par rapport aux innovations que j'ai déjà citées. Donc cet axe de travail est celui qui, à l'issue de notre séminaire de lancement, a attiré le plus de propositions. Donc on a actuellement 2 thèses en cours sur la question de l'expansion de l'AB et explorer si ça permettrait d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole en se plaçant à une échelle mondiale. Une autre thèse sur les analyses sociologiques de la transition en prenant l'exemple d'une profession qui sont les chefs cuisiniers en restauration collective. Et puis, pour la maturation d'un projet plus large, un consortium qui, à l'échelle de l'Institut en tout cas, est extrêmement original, puisqu'il va rassembler les communautés qui travaillent sur la santé des sols, celles qui travaillent sur la santé des végétaux et celles qui travaillent sur la santé des animaux, dans un consortium pour une vision santé globale avec une gestion intégrée de l'ensemble.
La diapo suivante présente l'axe 2 du programme. Ah non, pardon, vous voyez, je suis allée trop vite, donc on reste sur l'axe 1, excusez-moi, puisque comme je vous le disais, c'est l'axe qui a vraiment attiré le plus de propositions que nous avons retenues. Vous avez vu qu'il y avait différentes questions qu'on voulait aborder dans cet axe 1, et ces différents projets exploratoires se répartissent dans ces différents axes. Nous avons un projet qui vise l'évaluation d'une association originale entre élevage de lapins et culture de pommiers, qui sera évalué tant sur le plan agronomique, sanitaire et le plan des pratiques. Un projet qui vise justement à regarder comment certains États de l'Inde s'y sont pris pour la transition vers l'agriculture biologique. Je n'en dis pas davantage puisque ce projet vous sera exposé cet après-midi. Le projet Selbiodome, lui, concerne l'analyse de scénarios de développement de l'élevage biologique outre-mer, afin d'identifier les freins et les leviers au développement de l'agriculture biologique et de co-construire des scénarios pour une adoption à plus grande échelle. Un autre projet concerne cette fois-ci le numérique et son utilisation pour la reconception de fermes biologiques. Un autre encore travaille sur les jeux d'acteurs et en particulier sur les relations entre les vétérinaires et les éleveurs bio pour favoriser la convergence de vues dans l'appréhension de la santé animale pour pouvoir avoir une gestion améliorée grâce aux conseils avisés et une bonne compréhension entre vétérinaires et éleveurs bio. Et enfin, le dernier projet exploratoire de cet axe 1, il vous sera présenté ce matin et il s'agit des déterminants de l'approvisionnement issus de l'agriculture biologique dans les cantines scolaires des écoles primaires. Cette fois-ci, Alice, on peut passer à l'axe 2. L'axe 2, lui, il est centré sur les ressources pour produire suffisamment et durablement selon les principes de l'AB, comment on peut couvrir les besoins qui sont induits par le changement d'échelle que l'on vise, à la fois en termes de ressources et en termes de travail. On a inclus le travail dans les ressources, puisque ça nous paraît assez évident. Mais ce n'est pas toujours fait. Donc ici, on va s'intéresser au bouclage des cycles biogéochimiques pour la fonctionnalité des sols, donc à la fois les conditions agronomiques, économiques et organisationnelles des niveaux exploitation jusqu'au territoire et allant jusqu'à la relocalisation de certaines productions. Nous nous intéresserons aussi aux ressources génétiques, végétales, animales, les ressources alimentaires pour les animaux et les ressources naturelles pour la santé des plantes et des animaux pour répondre à l'impératif de limiter, voire supprimer les intrants médicamenteux chimiques. Et enfin, donc, toute une partie sur le travail et le savoir-faire, à la fois la quantité et la qualité du travail, l'apport du numérique, les nouvelles compétences à acquérir et toute la notion de conseil et de formation. Dans cet axe, sur la diapo suivante, on a listé donc les projets qui sont en cours. Nous avons une thèse sur la disponibilité du phosphore dans les sols et la façon dont elle pourrait limiter l'expansion de l'agriculture biologique. Une autre thèse qui va démarrer sur la sélection participative dans le domaine végétal. Et puis, deux consortia qui vous seront présentés aujourd'hui. Un sur le potentiel d'insertion des légumineuses vis-à-vis des ressources en azote et un autre sur la contribution du développement de l'élevage bio au développement en fait, de l'agriculture biologique via la contribution au bouclage des cycles. Je vais passer maintenant à l'axe 3 qui concerne les produits et leur qualité. Donc, conservation, transformation jusqu'à la santé humaine. Et est-ce qu'on peut garantir la qualité des produits bio tout en augmentant l'offre? Donc, nous allons travailler sur les notions de procédés de conservation et de transformation biocompatibles,
Je vois le message disant que ça va trop vite. Je vais essayer de ralentir, mais sachez que les exposés, tous les supports des exposés sont à votre disposition, toujours sur le lien où vous avez trouvé le programme. Donc, pour revenir à cet axe 3, d'une part, les procédés de conservation et de transformation biocompatibles, la gestion de l'hétérogénéité, puisque jusqu'à présent, on a quand même beaucoup travaillé sur de l'homogénéité des produits et les chaînes de traitement ont été adaptées avec une vision d'amélioration de l'efficience. Et donc, il faut reconsidérer toutes les chaînes de traitement et leur efficience pour gérer à la fois l'hétérogénéité et la variabilité de l'approvisionnement. Et puis, une partie consacrée aux relations entre les qualités des produits bio et la santé humaine, puisque vous avez vu que c'était le premier critère d'achat des produits bio. Donc, la diapo suivante sur les projets qui sont en cours de démarrage sur cet axe 3, un projet sur les systèmes d'élevage et l'aptitude à la transformation fromagère des laits biologiques, un autre sur la vigne et la production de vin bio à partir de variétés résistantes, qui va s'intéresser au microbiote des baies de raisin et leur capacité à des fermentations spontanées dans des conditions bio ou zéro phyto. Et enfin, un consortium qui vous sera présenté aussi et qui vise à reconnecter transformation, production, consommation. Et quand on a en ligne de mire la qualité des produits pour la santé humaine, eh bien, qu'est-ce que ça implique comme évolution dans ces différents domaines? Le dernier axe de ce métaprogramme s'intéresse à la coexistence des modèles de production parce que nous avons considéré que c'était un domaine qui était relativement peu pris en considération, alors qu'il était certainement un des leviers, voire freins majeurs à l'expansion. Donc, comme je vous le disais, nous avons fait l'hypothèse que les systèmes conventionnels allaient évoluer dans les prochaines années vers des modèles plus agroécologiques et que les systèmes bio, eux, pourraient évoluer vers le bio de plus en plus prégnant, voire donc majoritaire, puisque c'est notre hypothèse de travail. Et donc, dans cet axe, nous voulons étudier les interactions et les conséquences réciproques de cette coévolution. À la fois en termes de gestion, quelles sont les interactions, par exemple en termes sanitaires, est-ce qu'il y a des risques sanitaires accrus ou bien une protection accrue? En termes techniques, est-ce qu'il y a hybridation, opposition, exemplarité? En termes sociaux, pour la vitalité rurale, mais aussi le partage d'expériences dans les filières. Et enfin, quelle compétition pour les ressources? Nous pensons notamment aux surfaces et aux ressources en eau. Et la deuxième partie de ce dernier axe concerne les stratégies de marché avec les facteurs de différenciation des systèmes et des produits et le positionnement des différents produits à la fois conventionnels et bio sur les marchés. Donc, sur ce dernier axe. Une minute, François. Oui, je vais terminer. Une thèse en cours sur l'impact des différentes proportions d'AB dans le paysage sur l'usage des pesticides. Un consortium pour évaluer la multifonctionnalité des agrosystèmes dans un contexte d'expansion spatiale de l'agriculture biologique. Et puis, le projet EcoSiat, qui est autour des processus d'écologisation et qui vous sera présenté aujourd'hui. L'ensemble de la diapo suivante, l'ensemble donc de ces projets qui démarrent vont, pour la plupart et pour ceux qui le nécessitent, s'appuyer sur les dispositifs en agriculture biologique d'INRAE. La dernière diapo, ou la presque dernière, pour suivre les évolutions de ces projets, Servan et Alice ont mis en place et alimentent ce que nous appelons la Gazette Métabio, qui est une feuille d'information électronique. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent la recevoir et qui ne sont pas encore abonnés à la liste de diffusion, vous avez sur cette diapo qui donc sera sur le site dont vous avez le lien,
vous continuez, vous pouvez vous inscrire si ce n'est déjà fait. Pardon. Et la dernière diapo est juste pour passer la parole à mes collègues qui ont suivi le fil de conversation